Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous débutons une série de 3 épisodes sur le patrimoine industriel. Nos 3 prochains rendez-vous auront lieu à Salaberry de Valleyfield, au musée de société des Deux-Rives, situé au centre de l'ancien quartier ouvrier et industriel de la Montreal Cottons. Bien que le patrimoine industriel ne soit pas spécifiquement identifié par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, au même titre que le patrimoine immatériel ou paysager, il découle des caractéristiques rattachées aux objets, aux immeubles et aux sites patrimoniaux ayant un intérêt scientifique ou technologique. En compagnie de Lucie Béthez, historienne et propriétaire de la firme conseil Service de recherche historique Continuité, nous découvrirons comment l'implantation de la Montreal Cottons a contribué aux caractéristiques identitaires des citoyens de Salaberry de Valleyfield. Cette présentation sera agrémentée d'une visite sur le terrain, au cœur de l'ancien quartier ouvrier. La visite sera animée par Alexis Lemieux du Musée de société des Deux-Rives. Bonne émission! Cet exposé présente les divers éléments par lesquels la compagnie Montréal Coton a marqué l'environnement naturel, bâti, mais économique, mais aussi symbolique et identitaire. Grâce à l'envergure de ces installations, sa situation géographique, qui se trouve être en plein centre-ville, sa position de plus grand employeur de la région, tout ça a apporté à la Montréal Coton une présence formidable dans la vie et la psyché de la population et a aussi permis, son arrivée a permis le développement, vraiment le départ du développement économique, industriel de la ville. Bon, Montréal Coton, au début de son implantation, c'est une usine qui fait la transformation du coton brut en filet et en drap de coton. Par la suite, donc, vous avez les plants de coton qui sont là. C'est impossible, à cause du climat que nous avons ici, de pouvoir faire pousser du coton. Il ne fait pas assez chaud. Donc, le coton est importé. Il arrive dans des gros ballots comme ça. Puis c'est à partir de ça que là, ils vont faire la transformation. Puis ça, c'est un produit fini. Mais au début, ils ne font pas de produit fini encore. Ils utilisent les filets et les draps de coton qui revendent à des distributeurs. Puis les distributeurs, eux autres, ils vendent à des manufacturiers puis des jobbers. Avec le temps, la compagnie s'est agrandie, puis au point qu'elle devient la plus grande usine de coton au Canada. Durant les années 40, elle commence la production de synthétique, dont la rayonne. En 1948, Montréal Coton est acheté par la Dominion Textile, qui est la plus grosse compagnie de textile au Canada. Et à partir de la fin des années 60, elle commence à fermer ses moulins à Salaberry de Valleyfield et ailleurs au Canada. Et elle cesse ses activités en 1998. Dominion Textile cesse ses activités en Dominion Textile et elle est achetée par l'American Polymer Group. Donc, l'industrie textile en tant que telle, c'est une des plus profitables au Canada à ce moment-là. Pendant longtemps. L'industrie du textile, tout le long de sa vie, là je dis tout le long de sa vie, moi je parle jusqu'à dans les années à peu près 70-80, parce qu'il y en a quand même encore l'industrie du textile ici. C'est une industrie où les salaires sont très bas. Le travail est stable, mais les salaires sont extrêmement bas. Et les conditions de travail ne sont pas faciles et quelquefois aussi dangereuses, surtout dans les premiers 30-40 ans là, de l'industrie. Et aussi, ils sont reconnus pour ne pas être très, très ouverts à l'idée de convention collective. C'est par l'entremise de l'industrie de la Montreal Cotton Company que la ville va vraiment prendre de l'ampleur, va donc également
à être beaucoup plus importante du point de vue démographique, industriel, économique. Donc vraiment, tout commence à changer à partir de ce moment-là. Valleyfield avait l'électricité, et même avant Montréal, Montréal chauffait encore au gaz, alors que Valleyfield était complètement à l'électricité grâce à la Powerhouse, qui était une centrale hydroélectrique qui permettait donc d'assurer en électricité la Montreal Cotton, mais également toute la ville au complet. C'était aussi une ville très peuplée. C'est vraiment la Première Guerre mondiale qui met un frein à l'industrialisation de la Montreal Cotton Company. Et la Montreal Cotton Company de Valleyfield, il y en avait d'autres. Il y en avait une à Magog, une à Saint-Hyacinthe également. Donc, c'est d'autres Montreal Cotton qu'il y avait au Québec aussi. C'est pas la seule qu'il y avait, mais c'était la plus grosse. Et même qu'au début du 20e siècle, c'était vraiment la plus grosse industrie du Canada. Donc, ça vous donne une idée vraiment de l'ampleur. Ce qui est vraiment fascinant quand on vous parle de ça, et c'est pour ça qu'on est beaucoup dans l'interprétation, c'est qu'il n'y a aujourd'hui qu'une seule partie restante de la Montreal Cotton Company, c'est-à-dire la Goat Mills. Cette partie-là, c'est la partie la plus récente, donc qui a été construite autour de 1901. Montreal Cotton Company a vraiment pris la place par la suite, donc suite à sa construction autour de 1895 jusqu'à 1971, où là, on a commencé à démolir certains bâtiments, c'est-à-dire ceux-là qu'on retrouve et le centre commercial aujourd'hui. On a gardé la Goat Mills, qui est toujours là. À ne pas confondre, la partie supérieure, où il y a l'hôtel Plaza, n'existait pas avant. Elle est en briques rouges, là, c'est vraiment pour garder un cachet, disons, esthétique, mais elle a été construite, celle-là, au milieu des années 80. La compagnie de textile Montréal Coton ouvre ses portes en 1875. Les dirigeants choisissent Salaberry de Valleyfield pour plusieurs raisons, dont la principale, c'est son potentiel. On parlait tout à l'heure, le potentiel hydraulique de la rivière. On a un très bon débit d'eau aussi, la pente est très, très bonne. Et il y a beaucoup d'espace. Parce qu'en 1875, Salaberry de Valleyfield, il y a quelques petites industries. Il y en a. Il y a l'usine à papier Bunton, qui emploie en 1881 à peu près 130 employés. Mais c'est encore à développer. Donc, les concessions viennent d'ouvrir à la Grande Île, donc il y a de l'espace. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un potentiel hydroélectrique. Donc, c'est pas seulement le fait que, bon, on peut utiliser l'eau, mais on peut en faire de l'électricité. Puis, ce qui arrive avec l'électricité, c'est que ça coûte pas mal moins cher faire fonctionner une usine à l'électricité qu'à la vapeur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a emmené la Montreal Cotton Company à Salaberry de Valleyfield, c'était le réseau hydrographique. C'était vraiment exceptionnel. Vous aviez la rivière Saint-Charles, mais également, vous avez aussi la baie Saint-François. Et c'était vraiment un canal d'amener d'eau qui allait jusqu'à la Powerhouse, qui a été construite un petit peu après la Montreal Cotton Company. C'est la partie la moins intéressante du point de vue esthétique par rapport disons, à l'ampleur architecturale de la Montreal Cotton Company, parce qu'il y avait des éléments architecturaux très intéressants de ces bâtiments-là, mais malheureusement, on les a détruits. Donc, c'est la vieille partie dont je vous parle, qui était en pierre grise. Ça, c'est une carte de 1887 d'une partie de la ville, parce que Salaberry de Valleyfield a été incorporée en 1874, justement à cause qu'ils savent que Montréal Coton va s'implanter, puis elle est promue à devenir une ville industrielle très importante. Donc, ils décident de s'incorporer pour naturellement être capable d'aller chercher des impôts, des taxes, et être capable d'agrandir, aller chercher du territoire. Donc, à l'époque, en 1887, ils se sont établis ici, Montréal Coton est établi ici. C'est une petite usine, pour commencer, c'est pas tellement gros. Et puis ici, vous avez l'usine à papier Bunton. Vous avez la ville, ici, la petite paroisse de Sainte-Cécile. Puis ici, vous avez une partie ici de la Petite Île, ça s'appelait la Petite Île, qui s'appelle maintenant le quartier Nord. C'est le quartier Nord qui va s'installer là. Donc, quand le Montréal Coton arrive, le quartier Nord, déjà un quartier des ouvriers qui est là. Et s'installe comme ça. Donc, il s'installe directement sur la rivière Saint-Charles. Au moment que vous regardez ça, ils ont déjà acheté l'usine à papier de Bunton. Ils ont agrandi. L'abbé Saint-François existe déjà.
Elle est devenue la baie quand ils ont décidé d'installer les barrages, quand ils ont fait, après avoir fait le canal de Beauharnois, ils ont installé des barrages, puis ça a créé la baie. Mais eux autres, ils l'ont encore plus développé ici. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était l'envergure des moulins. Il y a des petits villages qui vont se développer, des petits quartiers qui vont se développer alentour. Il va y avoir beaucoup d'aménagements qui vont se faire dans la rivière, pour harnacher la rivière, justement. Puis ça, c'est naturellement, c'est une des caractéristiques du patrimoine, du patrimoine de l'industrie, d'aller harnacher tout le potentiel hydroélectrique de la rivière. En 1950-1960, ils vont construire deux autres usines qui vont être complètement différentes. Ça va être un style d'architecture qui va être... Là, on est en hauteur. Puis les autres usines vont être plus en longueur, mais très bas. À cet endroit-là, elle construit 5 moulins. Donc, les Empire, Louise South, qui appelle, qui est celle qui est vraiment proche de l'eau, et Old Mill, qui est appelée la Vieille par les ouvriers, et finalement, le moulin Galt. Et c'est énorme. C'est très gros. C'est un complexe qui est énorme. Donc, il y a d'énormes espaces qui sont aménagés pour la transformation des produits. Puis, en grandissant, en bâtissant des nouvelles installations, on va aussi élargir l'éventail de transformation et de production. Donc, on va passer du filet qu'on avait avant avec les draps et on va aller jusqu'au produit fini. Donc, à un moment donné, ils vont pouvoir vendre directement aux manufacturiers. Ils ont une présence formidable dans la ville. Donc, imaginez un bâtiment qui prend source dans l'idée qu'un Écossais se fait du château pour pouvoir établir que, bon, on est là, on a de l'argent et puis on a une force. Ça se transfère aussi dans ces installations-là. C'est considéré aussi à ce moment-là, au moment de la guerre, c'est considéré comme la forteresse de l'usine de textile au Canada. Une des raisons pour lesquelles on appelle ça la forteresse aussi, c'est parce que ça a un style de château médiéval. C'est tout entouré d'eau, puis vous preniez des ponts pour pouvoir traverser, pour entrer dans les installations. Donc, c'est comme un pont-levis. Vous avez des grandes tours comme celle-là ici, qui ont bâti, avec des créneaux là, qui ont l'air comme justement, qui donnent l'idée du château médiéval. Donc, ça donne une impression vraiment... très monumentale, très impressionnante. Et alentour de ça, bien là, se bâtit des petits quartiers, des quartiers entiers qui vont se bâtir alentour de ça. Le complexe est tellement gros, devient tellement important que de la petite paroisse de Sainte-Cécile, où vraiment c'était plus le centre-ville à ce moment-là, le centre-ville se déplace subtilement dans le milieu là, ça devient le milieu de la ville, parce que l'usine de coton est installée en plein milieu de la ville. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous mettre dans un genre d'atmosphère pour que vous sachiez comment est-ce que les gens ont pu se sentir alentour de ça. Donc, ils sont vraiment... C'est la vie. Ça devient la vie. Ça devient le centre d'intérêt de la ville. Ça renforce l'idée du fief. Qui, avec le baron en haut qui décide de ce qui va se passer dans la ville. Puis dans un sens, c'est ça qui se passe. Restez avec nous. Après la pause, Lucie Betez nous raconte comment la Montreal Cottons a influencé la vie quotidienne des citoyens de Salaberry de Valleyfield. Donc, les moulins, au départ, les moulins de Montréal-Coton, c'est des lieux de travail. Tout y est contrôlé. Puis contrôlé au quart de tour. Parce qu'une des caractéristiques de l'ère industrielle, de cette ère industrielle, c'est la standardisation, la mécanisation. Chaque personne fait un morceau. C'est la division du labeur aussi.
Donc, tout est contrôlé jusqu'au sifflet. Vous avez un criard à l'extérieur qui marque le début et la fin des quarts de travail. Mais non seulement ça va toucher aux travailleurs, aux ouvriers, parce qu'ils l'entendent, ils savent quand ça commence, quand ça finit, mais ça va rythmer la vie de tout le monde dans la population. Salaberry de Valleyfield, c'est pas une grande ville au départ, puis c'est pas une ville, on peut pas dire que c'est une ville de compagnie, parce que ça existait avant que Montréal-Coton arrive. Mais Montréal-Coton est tellement important dans la ville que le criard commence à rythmer la vie de tout le monde. Fait qu'on a des témoignages, des gens qui disent « Bien, nous autres, quand on entendait le criard à 6 heures, bien, ça voulait dire qu'on se fallait aller souper. Les enfants s'en allaient souper. Ils avaient fini de jouer, il fallait qu'ils aillent souper. Si on l'entendait à 9 heures, bien là, il fallait que tu s'en ailles chez vous. C'était le couvre-feu, là. Il fallait s'en aller chez nous. Puis c'est aussi une période où on commence aussi à vraiment régler la vie des gens. Avant, bon, ben on regarde dehors, on sait à peu près. Là, maintenant, on sait. Donc, quand je dis que tout est contrôlé au quart de tour. Le bruit étourdissant des machines faisait vibrer. C'était tellement fort, les métiers tissés, que ça fait non seulement vibrer le building même, ça fait, vu qu'ils sont sur le dessus de l'eau, ça fait vibrer l'eau de la baie. Fait qu'on le voit, là, sur la baie, comment ça bouge. Et dans certains procédés de transformation, surtout dans la teinturerie, bien, l'eau changeait de couleur. Donc, c'est vraiment une population au complet qui vit au rythme du coton. Les conditions de vie dans une usine sont difficiles. Sont très difficiles, sont très dangereuses, sont souvent dangereuses. Le procédé de cardage qui sert à peigner les fibres pour les séparer, parce que là, on part justement des ballots, mais là, il faut transformer ça. Ça, c'est un long processus. Il y a plusieurs étapes qui se font. Puis quand on peigne ça, il y a beaucoup de poussière de coton qui s'en va dans les airs. Non, à l'époque, jusqu'aux années 50, peut-être 60 même, les gens, là, ils ne portent pas de masque. Donc, ils respirent cette poussière de coton-là. OK? Et en plus de ça, quand on fait le fil de coton, pour pas qu'il brise, pour pas que les fibres brisent, ça prend un niveau très élevé d'humidité dans la place. Donc, si vous regardez cette image-là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, il y a de l'eau par terre. OK? Donc, c'est l'eau qui est toujours dans les airs, ça. Donc, les gens respirent ça, ils se développent des problèmes respiratoires, comme la tuberculose. Ils se développent un problème de cordite, qu'on appelle, qui est une maladie respiratoire qui est caractérisée par une toux permanente. Les gens toussent tout le temps. Puis, en plus de ça, il y a la chaleur. Fait que là, l'hiver, on n'est pas si pire, parce que tout ça, c'est chauffé quand même. Mais l'été, ça n'a pas de bon sens. Ça fait très chaud. En plus de ça, les métiers, mais ça faisait tellement de bruit que les gens devenaient sourds. Il n'y avait pas de bouchons dans ce temps-là. L'idée des bouchons, là, ça n'existe pas. Donc, on travaille là, ça fait du bruit, puis à un moment donné, à 40 ans, on est sourd. La vibration constante des machines, là, ça déplace les os. Si c'est capable de faire tellement de bruit puis de faire bouger des immeubles, imaginez vos os. Donc, c'est très mauvais pour les os, c'est très mauvais aussi pour les nerfs. Et même si le travail n'est pas tellement difficile, parce que vous regardez le petit monsieur là, qui tient le fil, là, parce qu'il est en train de s'amincir, tout ça, ça prend une attention qui est toujours soutenue. Donc, c'est très stressant. Ajouter à tout ça, certains procédés de transformation où est-ce qu'on utilise des produits chimiques puis qui donnent des émanations toxiques. Donc, je veux tout simplement vous mettre là dans l'idée de comment est-ce que ça peut être. Puis les conditions de travail n'ont pas tant que ça changé
pas avant, je dirais, les années 50. Vers les années 60-70, les gens, c'est quand même pas si mal. C'est quand même une industrie où est-ce qu'on peut faire une vie. Mais dans les premiers temps, jusque dans les années 20, les salaires sont tellement bas qu'on est obligé de travailler une famille au complet. Puis ils donnent des salaires familiales. Puis même à ça, les familles ont des difficultés à subvenir à leurs besoins essentiels. À cause de ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la famille au complet. Puis on a des enfants qui travaillent dans les usines. Jusqu'à peu près en 1907, où on commence à changer les lois, après avoir eu un rapport d'une commission royale sur l'industrie, justement, du textile. On va trouver des enfants de 6 ans là, dans les industries. C'est vraiment pas drôle. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? On n'est pas à la maison. Fait qu'on va les emmener avec nous autres. Hey, lui, il est capable, il est tout petit, il peut aller dans les machines. Parce que ce qu'on faisait, on prenait les enfants, on leur faisait faire des choses assez faciles quand même, quand ils étaient tout petits comme ça. Mais les machines, ils existent souvent à l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait? Bien, parce qu'ils étaient tout petits, ils avaient des petits bras. Souvent, on leur demandait d'aller en dessous des machines pour aller enlever, mettons, un morceau de drap qui était resté pris là. Mais la machine n'arrêtait pas, elle. On n'arrêtait pas, la machine, parce que c'était pas productif. Quand les lois, la législation est arrivée, ça continuait. C'est sûr, ils n'étaient peut-être pas aussi petits. Mais ça continuait. Pourquoi? Parce que les parents, il n'y avait pas assez d'argent pour se nourrir. Donc, souvent, ils falsifiaient des papiers, puis ils disaient « Ah oui, oui, mon enfant a 12 ans, puis dans le fond, il avait 10 ans. » Fait que ça ne fait pas des enfants forts, hein? Avec toutes les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est des enfants qui vont être chétifs, c'est des enfants qui vont être malades. Les choses ont changé, ont commencé à changer dans les années 20. Donc, on a commencé à être un petit peu plus, faire plus attention. Il y a une plus grande compréhension. C'est aussi le départ, le début de la médecine, où est-ce qu'on va regarder plus ces choses-là. Et aussi, jusqu'à ce moment-là, c'est le plus gros employeur des enfants et des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans les usines parce que c'est pas cher, ça coûte pas cher payer des femmes. Puis ça coûte moins cher encore payer des enfants. Mais jusqu'aux années 20. En arrivant dans les années 20, du moins à la Montréal-Coton, on en a de moins en moins. Quand on commence à regarder le nombre de femmes et le nombre d'hommes et le nombre d'enfants, on a de moins en moins de femmes et d'enfants parce que on a, naturellement, encore une fois, dans la période industrielle, on a beaucoup d'innovations techniques. Donc, ils vont changer les machines qui sont un petit peu plus lourdes, puis qui requièrent un petit peu plus de force à utiliser. À ce moment-là aussi, on travaille 12 heures par jour, 5 jours par semaine, et le samedi, de 6 heures le matin à midi. Des journées énormes. Mais ça fait des journées aussi où est-ce qu'on passe beaucoup de temps dans ces endroits-là. On ne payait pas les femmes de la même façon. On payait les hommes à la semaine, pour faire le travail à la semaine, mais les femmes, on les payait à la pièce. Sauf que, c'est bien beau ça, fait que plus que tu fais des pièces, plus tu fais d'argent. Sauf que, sans le dire, tout à coup, le gérant arrivait et disait « Ah, ben on a rallongé le drap. » Ben là, ta pièce, elle commence à être un petit peu plus longue, là. Ah, puis il faut que tu ailles plus vite. Faut que tu me fasses 40 pièces en 10 minutes. Ah oui, mais ça n'a pas de bon sens. Faut que tu le fasses. Donc, il y a eu un speed-up. On appelle ça le speed-up. C'est rendu à un point où est-ce que les femmes, sur l'heure du midi, prenaient 15 minutes pour manger, mangeaient à côté de leur machine, pendant que quelqu'un d'autre s'occupait de ses machines en plus des siennes, parce qu'on a plusieurs machines auxquelles on s'occupe. Elle gobait vite la bouffe, puis après ça, ben là, elle rentrait. Fait, elle travaillait là, des 10 heures par jour, presque sans repos. OK?
Dans les années 50, comme je dis, même des années 40, quand Madeleine Parent et compagnie sont arrivés, quand ils ont eu leur première convention collective, les choses ont changé. Les heures ont été réduites à 40 heures par semaine. Donc, c'était quand même moins pire. Mais il faut se rappeler, moins d'heures, moins d'argent. La semaine prochaine, nous poursuivons notre rencontre avec Lucie Bethez qui nous parle de l'incidence de la Montreal Cottons sur le territoire de Salaberry de Valleyfield et sur la vie de ses habitants. En terminant, je vous laisse sur un extrait du documentaire « On est au coton », réalisé en 1970 par Denis Arcand sur le milieu de l'industrie textile au Québec. Ce film relate la vie difficile des travailleurs du textile. Il présente 3 enjeux spécifiques au milieu ouvrier: la fermeture des usines, les maladies industrielles et les luttes syndicales. Compte tenu du contexte social agité des années 1970, ce documentaire, produit par l'Office national du film, ne sera diffusé qu'en 1976, dans une version censurée, non approuvée par Denis Arcand. Ce documentaire laisse la parole aux travailleurs, mais aussi à des personnes influentes de l'époque, telles que Madeleine Parent, Gérard Dion, Jean-Luc Pépin, Gérald de Godin et bien d'autres. Il faudra attendre 2004 pour qu'il puisse finalement être diffusé dans sa version originale de 3 heures, l'année même où les 7 usines de Huntingdon fermeront leurs portes, en même temps, la même journée. Dans l'extrait que nous vous présentons, Denis Arcand est interpellé par un policier de Salaberry de Valleyfield, alors qu'il tente de filmer une manifestation ouvrière à la Dominion Textile. À la semaine prochaine. Denis Arcand. C-A-N? A-R-C-A-N-D. D? A-R-C-A-N-D, oui. Travailler? Je travaille pour l'Office national du film. Dans quel but vous filmez? On fait un film sur le textile. Textile des enfants. Est-ce que vous avez demandé la permission des proposés des premiers ici? Les autorités de la Dominion Textile, non, on n'a pas demandé. Pas dans ce cas-ci, non. Peut-être tout à réinviter. Parce que c'est eux autres mêmes qui nous ont appelés pour savoir le but de cette entreprise. Ah, la compagnie vient de vous appeler Oui, pour vous demander ce qu'on faisait ici. justement. Vous avez filmé sur l'autre partie aussi, hein, de la Ah, bâtisse, ouais, ouais. sur l'autre côté. Oui, oui, on a Justement, filmé là-bas. s'il y a des gardes, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de leur lien présentement. Ah bon? Il aurait peut-être dû avoir une entrevue avec eux autres et expliquer votre cas. Ouais. Ils aiment pas ça qu'on filme, c'est ça? Non, mais ils veulent savoir le pourquoi, la chose. Ah bon, d'accord. Disons, tout simplement, ils voient des gens qui se promènent un peu autour de la ville. Ils veulent savoir pourquoi. Est-ce qu'ils sont inquiets? Non, juste, disons, c'est leur droit. Ils en sont les propriétaires. Ça t'a dit ça.